L'histoire de la section technique de l'armée de terre commence officiellement en 1795. En réalité, cette histoire s'inscrit dans une continuité d'actions entreprises depuis l'époque médiévale, où des hommes ont compris toute l'importance que pouvait revêtir le développement d'une artillerie performante et contrôlée. En 1794, l'ingénieur et artilleur Gribeauval, qui a donné son nom au quartier, propose un vaste programme de réformes qui entraîne des nouvelles techniques de fabrication des tubes, désormais coulés pleins puis forés, avec la création de la munition en cartouché. Le système Gribeauval est considéré comme le premier système d'armes complet. Il connaîtra son apogée sous le Premier Empire. Le corps d'artillerie français devient l'un des meilleurs d'Europe. À sa mort, une loi prévoit la création d'un comité de l'artillerie. Le comité central de l'artillerie est officiellement créé par la loi du 18 Floréal en Troyes, le 7 mai 1795. Les armes à feu vont rapidement se perfectionner pour devenir l'arme de tous les combattants, et plus seulement des artilleurs. En 1814, le comité occupe une place centrale dans le dispositif militaire en assurant le ravitaillement de l'armée, de la garde nationale et des places fortes. Le système d'artillerie Vallée, modèle 1827, qui succède au modèle Gribeauval, est adopté, considéré comme l'apogée de l'artillerie à âme lisse. Le général Pecksan crée l'artillerie explosive, en utilisant des boulets explosifs vers 1850. Le général Sainte-Claire de Ville et le lieutenant-colonel Rimelot inventent le frein oléopneumatique qui fera le succès du canon de 75 mm. Les armes d'infanterie deviennent mortelles, à très longue distance, avec le fusil à verrou de culasse développé par Treuil de Beaulieu, alors membre du comité. Le général Gras propose une cartouche métallique pour le fusil chasse-peau en 1875. En 1886, le fusil Lebel est le premier fusil à répétition réglementaire de l'armée française. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient la naissance de l'aviation militaire, avec le premier vol homologué avec Avion 3 sur le plateau Satory en 1897, effectué par Clément Ader. Un décret de 1873 affecte définitivement au ministère de la Guerre les 300 hectares du plateau qui devient ainsi de manière légale le camp Satory. L'histoire du comité de l'artillerie s'arrête définitivement en 1910. La section technique du comité de l'artillerie est rattachée à la 3e direction de l'artillerie. Toutefois, au cœur de la guerre, la section technique continue d'expérimenter de nouveaux systèmes d'armes à Paris. Les premiers blindés Schneider et Saint-Chamond sont testés en 1916 et déployés en 1917. Dans l'entre-deux-guerres, bien que la France soit considérée comme la première force mondiale, la section technique, dès les années 20, continue les expérimentations et procède au test des canons de calibre 75 et 105 mm autopropulsés, une première au monde. Depuis la réforme de 1886, 4 sections techniques conseillent les armées sur les questions d'équipement. Chacune est rattachée à sa propre direction d'armes, infanterie, artillerie, cavalerie et génie. Afin d'insuffler un esprit de coopération, les sections techniques de l'infanterie et de la cavalerie sont réunies à l'hôtel de l'artillerie, place Saint-Thomas d'Aquin, où se trouvent déjà les services techniques de l'artillerie depuis plus de 100 ans. Pendant l'occupation allemande, un certain nombre d'anciens membres des sections techniques se rassemblent au sein du service central des marchés et de surveillance des approvisionnements à Lyon. Cet organisme reprend à son compte les attributions des services techniques d'armes, consistant à améliorer l'efficacité de l'armée d'armistice, tout en assurant l'étude et la fabrication du matériel nécessaire à une armée de soulèvement. Des obus fusées sont expérimentés de 1941 à l'été 1942. Le débarquement allié en Afrique du Nord, suivi de l'invasion de la zone occupée par les Allemands, met provisoirement fin au projet. La fusée est alors cachée, mais les plans sont transmis à Londres. Ces fusées, qui avaient une portée théorique d'une centaine de kilomètres, serviront en partie de point de départ à l'élaboration des programmes spatiaux et d'avions à réaction d'après-guerre. Pour plus d'efficacité, en 1946, les sections techniques sont réunies en un seul organisme sous le nom de section technique de l'armée, alors en charge de la réalisation des expérimentations. Il ne subsiste désormais qu'une section technique unique qui s'occupe de toutes les spécialités: infanterie, artillerie, génie, armes blindées, transmission, armes chimiques, trains, matériel, services aéroportés et en 1955, les hélicoptères. Les questions transverses intéressant plusieurs armes sont ainsi traitées plus aisément. Au cours des années 50, on remplace progressivement le vieux matériel français et étranger par de l'armement français plus moderne. Le char MX-13, l'engin blindé de reconnaissance,
le pistolet automatique Mac 50 et le pistolet mitrailleur Mat 49. Renommée en 1972, la section technique de l'armée de terre quitte ses quartiers historiques de la place Saint-Thomas d'Aquin et commence son regroupement sur le plateau de Satory pour l'achever en 1974. Pendant les 3 décennies qui suivent, la STAT subira de nombreuses réorganisations. Le GABSTAT reste à Valence, le groupement aéroporté s'installe définitivement à Toulouse. Le détachement spécifique à la guerre électronique est créé à Mutzig. En parallèle, des installations sont aménagées à Mormelon, zone pour l'évaluation des drones, un polygone chimique, des champs de tir. Les années 70 et 80 voient la naissance des réseaux de transmission, du FAMAS, de la MX-10P, du VAB. Dans les années 90, la STAT confirme pendant la guerre du Golfe les effets du Milan. L'armée de terre met en service le VBL, emploie le nouveau système de communication Syracuse, livre l'hélicoptère de combat Tigre, le char Leclerc et l'engin de franchissement de l'avant, qui supporte jusqu'à 70 tonnes. Le tournant des années 2000 est marqué par l'arrivée des officiers de programme qui consolident son organisation. Ils travaillaient jusqu'alors à l'état-major de l'armée de terre à Paris. Ils sont désormais regroupés à Satory avec les équipes de marque, ce qui facilite la conduite des opérations d'armement. Entre 2016 et 2024, la STAT est subordonnée au major général de l'armée de terre. Elle assure, par délégation de l'état-major de l'armée de terre, la conduite des opérations d'armement, de leur lancement jusqu'au retrait du service des matériels. Elle propose et conduit des opérations d'adaptation réactive et d'urgence opérationnelle, grâce à sa capacité interne de réponse à des besoins rapides. Elle mène également, avec le service du commissariat des armées, les opérations relatives à l'équipement individuel du combattant. Elle conduit les évaluations technico-opérationnelles de tous les équipements nouveaux. Par ailleurs, elle approuve la documentation technique de mise en œuvre des équipements de l'armée de terre. Elle appuie les forces dans l'appropriation des équipements, en métropole et jusque sur les théâtres d'opération lorsque la situation l'exige. La STAT est depuis toujours impliquée dans le processus d'innovation opérationnelle de l'armée de terre. Plusieurs de ses membres ont ainsi été primés. Son champ d'action est l'innovation d'usage, consistant à améliorer des systèmes en service. Depuis 2019, la STAT héberge dans ses murs le groupement Innovation, en lien avec l'Agence de l'innovation de défense. Avec un effectif de 650 personnes, composé d'hommes et de femmes, militaires et civils, issus de l'ensemble des fonctions opérationnelles, la STAT concentre dans ses rangs une expérience exceptionnelle. Située sur le plateau de Satory, à proximité des centres de décision et au cœur d'un écosystème militaro-industriel particulièrement dynamique, offrant à l'armée de terre un outil parfaitement adapté aux enjeux capacitaires actuels et futurs, elle intègre le commandement du combat futur en 2024. Riche de son passé et forte de son expertise, la STAT restera aux avant-postes de la transformation de l'armée de terre pour forger ses armes de demain, toujours fidèle à sa devise, être exact.